Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage célèbre de l'histoire de France, j'ai nommé Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais, un grand seigneur et un compagnon de Jeanne d'Arc. Il est né en 1404 dans le château de Champtocé et est condamné et exécuté à Nantes en Bretagne en 1440. Ce qui est un peu moins décrit dans les livres d'histoire, c'est qu'il était aussi un assassin d'enfants et d'adolescents, qu'il faisait enlever puis qu'il violait ou sacrifiait, le plus souvent pour son propre plaisir, ou dans l'espoir de voir des démons rétablir son immense fortune entièrement dilapidée. À ce jour, nous ignorons toujours le nombre de victimes qu'aurait fait Gilles de Rais et ses acolytes. Ce nombre se situerait entre 80 et 200, mais certains diraient même beaucoup plus. Mais à présent, revenons au début de cette histoire. De la jeunesse au fait d'armes du guerrier, à la manipulation de son entourage, et pour finir à la descente aux enfers d'un homme prestigieux devenu un monstre sanguinaire. Gilles est un enfant calme et se révèle être aussi intelligent que doué. Il parle très bien le latin et partage son éducation entre le développement intellectuel et la discipline militaire. En 1415, son père meurt brutalement. Sa mère se remarie immédiatement avec sœur d'Eslouville et abandonne ses deux enfants. Il est alors placé avec son frère sous la tutelle de son grand-père maternel, Jean de Craon, qui tentera un peu plus tard d'organiser un mariage forcé pour le jeune homme avec l'une des héritières les plus riches de Normandie, puis avec la nièce du duc de Bretagne, mais en vain, il finira par être marié de force à la riche Catherine de Thouars, avec qui il aura une fille prénommée Marie en 1429. L'orphelin laisse alors place à un homme robuste, nerveux et d'une élégance rare. Gilles de Rais montre un goût prononcé pour les armes, ce qui le pousse naturellement vers une carrière militaire qui s'entamera en 1425 et s'échelonnera jusqu'en 1431. Alors que l'Angleterre saccage les terres, envahit la France et s'étend de plus en plus sur le territoire, il rencontre Jeanne d'Arc, la jeune pucelle de Don Rémy, et sera chargé par le roi Charles VII de défendre la chef de guerre. Il lui restera loyal dans de nombreuses batailles. Au siège d'Orléans par exemple, au Sacre du Roi, sous les murs de Paris, il est à ses côtés à Chinon, à Poitiers, Blois, Orléans, Jargeau, Meung et jusqu'à Reims. À 25 ans seulement, il est nommé maréchal de France. Il est difficile à croire qu'un héros aussi brave et courageux que Gilles de Rais ait pu sombrer dans de telles atrocités quelque temps plus tard. Lorsque Jeanne d'Arc fut brûlée vive en 1431, de Rais n'était pas présent pour assister au dernier moment de la jeune guerrière, et c'est vers 1432 que la vie de Gilles de Rais aurait pris un macabre tournant. Il est alors propriétaire d'une riche demeure qui fera rapidement l'objet de nombreux soupçons. Il abandonne la vie militaire pour se consacrer à des entreprises personnelles, mais rapidement, Gilles de Rais va dilapider sa fortune avec un besoin insatiable de bruit et de renommée. Il a sa propre chapelle, sa propre collégiale, se passionne pour les chants d'église, se fait construire des orgues portatifs pour ses déplacements. Certes, sa fortune diminuait considérablement, mais il avait la gloire, il éblouissait et on l'admirait. Dans son esprit, en tout cas, c'était loin d'être la ruine. Dieu ne pouvait rien lui refuser, et si ça ne venait pas de Dieu, les trésors se rempliraient de nouveau par enchantement grâce à l'alchimie et à la magie. Maintenant, ce ne sont plus les armes et la guerre qui le fascinent, mais les sciences occultes. Avec des espoirs inouïs et une ardeur incroyable, il s'entoure naïvement de charlatans, d'escrocs en tout genre qui lui promettent monts et merveilles. Gilles évoque à répétition ces liens étranges avec le diable dont il prétend sentir la présence. Pour les alchimistes et autres magiciens de l'époque, il apparaît comme étant un homme hors du commun, hors de raison, dévoyé, en rupture avec la société de son temps. Mais il y a un événement qui va tout chambouler. Jean de Craon meurt le 15 novembre 1432. Celui qui semblait encore et malgré tout incarner un tuteur, qui permettait à Gilles de se tenir et de se contenir, n'est plus là.
C'est le moment précis de la bascule dans la vie de Gilles de Rais, qui est désormais couvert de tout contrôle et de tout regard indiscret. C'est bien là le début de la psychose de Gilles de Rais. La même année 1432, un jeune garçon de 8 ans du nom de Jeannot Roussin disparaît et cela fait suite à bien d'autres disparitions d'enfants. Il est à chaque fois rapporté la même description du criminel. Il s'agirait d'un homme vêtu d'un long manteau noir et revêtant un voile sur le visage. Toutes ces disparitions commencent à faire mouche auprès de Jean Malestroit, évêque de Nantes, qui envoie des enquêteurs. Ils vont rapidement faire le rapprochement. Gilles est finalement arrêté par le capitaine d'armes Jean Labbé le 15 septembre 1440 en son château de Machecoul. À l'époque, il n'a que 35 ans. Le criminel est envoyé dans le château de la Tour Noire à Nantes où il sera enfermé et interrogé. Je me permets de faire une pause ici pour avertir les plus sensibles d'entre vous. Ce qui va suivre, les explications sur le modus operandi, la méthodologie, les comportements qui vont être décrits et expliqués dans la suite de cette vidéo, pourraient être choquants. Et croyez-moi, j'ai dû en faire une synthèse car c'était trop violent. Reprenons. Pendant des années, Gilles de Rais a enlevé, ou plutôt fait enlever, des enfants par ses sbires, puis les ramener dans ses appartements, sa chambre plus précisément. Là, il les étranglait, tantôt par sa propre main, tantôt il les faisait suspendre par d'autres par le cou, avec des liens et des cordes, à une perche ou à un crochet. Ensuite, Gilles arrêtait la suspension, il faisait descendre l'enfant, puis le caressait ou le cajolait, l'assurant qu'il n'avait voulu ni lui faire de mal, ni le blesser, qu'au contraire, il voulait se divertir avec lui. Gilles raconte lors du procès. Tantôt j'infligeais, tantôt des complices infligeaient, diverses genres et manières de tourments. Tantôt ses complices et lui séparaient la tête des corps avec des dagues, des poignards et des couteaux. Tantôt il les frappait violemment sur la tête avec un bâton ou encore d'autres objets contendants. Gilles se vanta à plusieurs reprises d'avoir plus de plaisir au meurtre des enfants, à voir séparer leurs têtes et leurs membres, à les voir languir et à voir leur sang qu'à les connaître charnellement. Quand à la fin les enfants reposaient morts, il les embrassait, et ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres, il les donnait à contempler, et il faisait cruellement ouvrir leur corps et se délectait de la vue de leurs organes internes. Au début, il nie les crimes, mais rapidement il s'effondre sous le poids des témoignages de paysans venus déplorer l'enlèvement de leurs enfants et les indices concordants. Suite au procès, Gilles de Rais est condamné au bûcher et exécuté avec 2 complices. Pour conclure, je dirais que les écrits de l'abbé Eugène Bossard, de l'historien J. Hirst et Georges Bataille, qui relatent le procès de Gilles de Rais, nous donnent énormément de preuves dans un premier temps, mais aussi des clés d'information et de compréhension. Après l'arrêt des activités guerrières et le décès de celui qui représentait un père, une autorité pour lui, Gilles de Rais est tombé dans la psychose, dans l'errance et la solitude la plus totale. Là, il trouve un nouveau sens grotesque et théâtral à sa vie qui inconsciemment lui permet de retrouver la jouissance. À ce titre, j'aimerais citer le docteur Zaguri qui écrit en 2002 dans une revue française de psychanalyse à la question « Les serial killers sont-ils des tueurs sadiques ?» Il répond « Ce qui semble fasciner beaucoup de tueurs en série, c'est leur emprise sur le passage de la vie à la mort. » Georges Bataille raconte dans le procès de Gilles de Rais « Il n'avait pas de place au monde, sinon celle que la guerre lui donnait. » Selon moi, Gilles de Rais a échangé en 1432 la jouissance qu'il éprouvait dans les combats pour celle du corps, de la chair et du sexe, dans la plus grande sauvagerie d'actes perpétrés au nom d'atroces croyances occultes.
Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao.